Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette avant-dernière émission de la saison, notre 19e. Pour cette occasion, j'ai choisi un sujet très délicat. Le critique d'art. Vous savez fort bien que les relations entre critique d'art et peintre, artiste, ne baignent pas toujours dans l'huile. Et rarement on a vu un artiste peintre, conférencier, ou parler de son art, ou parler de l'art, ou prendre la place d'un critique ou d'un historien ou quoi que ce soit. Lui, il peint. C'est tout ce qu'il fait. Alors là, j'ai l'occasion, moi, de me rattraper. Je vais parler du critique d'art et son rôle vis-à-vis du peintre. J'ai présent avec moi, pour me tenir compagnie seulement, Madame Colette Lamour-Jumez, une artiste peintre, une ancienne de l'Académie Wattier. Il y a un de ses tableaux qui se trouve dans un musée indien. À côté d'elle, Denise Janel, une ancienne aussi de l'Académie Wattier. Et ils n'auront pas de questions à me poser. Là, je vais prendre tout mon sou pour parler de la critique d'art. L'art d'aujourd'hui, vous savez bien, est en perpétuel devenir. Le peintre, il se forme, demain, il se déforme, le surlendemain, il se réforme, et puis il se transforme, ce qui transforme du même coup tout jugement sur lui. Je dirais même, ça transforme en un jugement dangereux des fois. On dit que la fonction du critique, c'est une fonction de juge. Comment peut-on juger quelque chose qui est en train de naître? Puisque le peintre naît à chaque jour. Si le peintre prend son papier, fait son papier, aujourd'hui, il a l'œil luisant. Le lendemain, il est maussade. Il doit changer sa littérature. Donc, on ne peut pas juger, porter un jugement sur quelque chose de mouvant, qui change à chaque moment. Il faut attendre que ce peintre meure. À ce moment-là, on peut porter le jugement définitif. Il n'y aura plus de contradiction. Mais à ce moment-là, ce n'est plus l'affaire du critique d'art, c'est l'affaire de l'historien. Pour qu'un jugement soit juste, vraisemblable, il faut que le travail soit achevé. Et quand il est achevé, il est dans le passé. Et le passé devient fossile. À ce moment-là, les gens vont porter des jugements et la postérité va juger le travail. Mais, que voulez-vous? André Parinot, celui qui a fait une exposition, il voulait faire l'exposition de l'art dans la rue à Montréal, qui n'a pas beaucoup marché. Et lui-même, il a dit, la critique est la mort de l'art. C'est un critique d'art. Remarquez bien, tout ce que je dis. Aujourd'hui, je ne l'invente pas de mon cru. Je ne l'invente pas. Je l'ai recueilli. Moi, je suis né dans une maison, j'aime toujours le raconter, la maison est couverte d'amandiers, et je passais mon enfance pieds nus sous les oliviers. Tout ce que j'ai appris là, je l'ai appris avec peine et misère. Donc, lui, André Parinot a dit, la critique est la mort de l'art, mais aussi son fatal nécessaire. Il faut qu'il y ait la critique, mais il y en a de bons, il y en a de mauvais. Donnons un petit pourcentage. Je reviens toujours à ce que j'ai dit durant une émission. Sur 5000 peintres, il y en a un qui est bon, il va être éternel, et les autres, qu'à un cas, tous les niveaux. Mais un seul est immortel.
la même proportion, comme je l'ai dit aussi, ça se porte sur les critiques d'art. C'est simple. Allons à la Bibliothèque de Montréal. Cherchons des livres écrits par des critiques d'art, uniquement par des critiques d'art. Il n'y en a pas. On peut les compter sur les doigts d'une main, les bons critiques d'art. Ici, il y en a 50, 52 en langue française. Parmi eux, il y en a, je les ai comptés. Moi-même, je dis qu'il y en a 3 qui sont bons, et 2 autres, encore 5, où on peut sentir que ce sont des gens qui sentent bien et qui sont sincères. Alors, on me dira, mais quelles seront donc les fonctions, l'utilité du critique d'art? À cela, je réponds, on peut dire sans exagérer qu'il n'y en a pas. Il y en a autant de critiques d'art, autant d'avis différents, et souvent contraires. Eh bien, je vais vous donner quand même ce que pensent les bons critiques d'art. Comme par exemple Claude Roger Marx. Roger Marx, le père, il est connu comme grand critique d'art, l'ami de Cézanne aussi. Son fils Claude Roger Marx est un des sommets, il est toujours du côté classique, lui. Claude Roger Marx disait, en parlant des critiques, il est critique lui-même, ce sont des gens qui jonglent avec les mots pour faire miroiter leur esprit. Jean-François Revel, il écrit ceci. Ce sont les critiques et les esthéticiens qui étouffent l'accent propre d'un artiste sous un langage philosophique passe-partout. Alors, je vais citer le plus grand, André Malraux. Savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit ce mot, j'étais présent. Moi, je suis chanceux parce que André Malraux était l'ami intime de Jean Grosjean, un des plus grands poètes français, qui était mon professeur durant la guerre. Et j'ai gardé des relations avec lui quand j'étais étudiant à Paris. André Malraux était écarté du pouvoir avec De Gaulle. Il venait tous les dimanches chez Jean Grosjean et passait l'après-midi avec lui. J'y allais moi de temps en temps, c'est là où je l'ai raconté. Il a dit une fois, bref, il a dit une fois une phrase qu'il était, lui, mauvais dessinateur, mauvais peintre. Et il a dit ceci, que les peintres, les critiques d'art, en général, sont des peintres ratés. J'ai lu cette phrase dans un de ses ouvrages plus tard, il écrit ceci. Aigreur des peintres ratés que sont les critiques d'art, contenant sans contenu des formes vides. André Malraux. Si je prends Michel Seuphor a étudié la question. Il a dit ceci. N'importe qui peut devenir critique d'art. N'importe qui. Je dis ça en langage un peu vulgarisé. Il suffit de 2 choses. Il faut avoir le sens du langage et la science des mots. Quelqu'un qui parle bien, qui a un lexique abondant et qui a des mots choisis, cherchés dans le fond du dictionnaire, il fait des phrases ronflantes, le public n'y comprend rien. Ah, je suis bête, ce qu'il dit là, c'est mystérieux, et tout ce qui est mystérieux, ça attire. Donc, il faut avoir le sens du langage, la science des mots, mais avec tout ça, bien entendu, il faut une certaine acuité d'esprit. Il faut être un peu malin pour faire marcher, manœuvrer tout ça. Mais chose la plus grave, et il a raison de le dire, Michel Seuphor, qui était lui aussi écrivain, qui était historien, qui est même peintre, il est meilleur dessinateur que peintre, il a dit, l'émotion, pour un critique d'art, l'émotion n'est pas requise. Ça, c'est grave. C'est-à-dire, il peut être une brute, il peut ne pas sentir, mais avoir le sens des mots et des phrases, s'il ne sent pas du tout le tableau qu'il est en train d'examiner, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est grave.
C'est Michel Sofort qui dit ça. Et lui, il est critique d'art. Maintenant, si nous prenons maintenant les peintres eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec, avec les critiques d'art, bien entendu. Gauguin, il déclare une fois tout bonnement à Huysmans, qui était un critique d'art, il dit « Vous ne comprenez rien à ma peinture. Ce tas d'imbéciles qui veulent analyser nos jouissances, à nous, les critiques d'art, qui veulent analyser leurs jouissances. » Je vous raconte encore une histoire. Il y a un jeune peintre qui habitait la Côte d'Azur, et il connaissait bien Picasso. Il lui a dit une fois, « Maître, vous pardonnerez à un débutant qui vous admire d'exprimer sa vive inquiétude au sujet de votre œuvre présente. Depuis votre admirable époque bleue, il avait l'époque bleue et l'époque rose, et c'était une belle époque, et c'était fait à la belle époque. Depuis votre admirable époque bleue, j'avoue être fort embarrassé devant vos recherches. Depuis cette époque-là, c'est-à-dire l'époque bleue, il la comprenait bien. Mais depuis ce temps-là, je suis embarrassé, c'est-à-dire dans ce que vous faites maintenant, comme ils faisaient les demoiselles d'Avignon avec toutes sortes de couleurs et de formes déformées. Bref. Après un court instant, Picasso, il lui dit ceci. « À l'époque lointaine où je peignais les tableaux que vous admirez, personne ne faisait attention à moi. Maintenant, non seulement tout le monde me comprend, mais, chose plus extraordinaire, on m'explique. » C'est-à-dire que les critiques viennent vers Picasso et il lui explique ce qu'il a senti dans son tableau. C'est Picasso qui le dit. Mon Dieu. Après tout, maintenant j'aimerais vous donner quelques échantillons de critiques qui se donnent dans les journaux. J'ai mis la main sur un livre qui était récemment mis sur le marché, et il critiquait des peintres modernes, vivants. Et l'auteur de ce texte-là était parmi les exposants, qui faisaient partie de ceux qui sont traités dans le livre. Il parle de ses œuvres à lui, ce peintre-là. Il est critique d'art, il est historien, il est poète, il est ingénieur, tout ce qu'on veut. Donc, il parlait de ses œuvres, c'était la première page, et il disait ceci. C'est de l'abstraction. Ces œuvres traversent l'essence des notions du concept dilaté dans une mobilité esthétique picturale limpide et imperturbable. La planéité des couleurs collitrées par la spatialité impondérable de la blancheur fragile, solidifiée par le reflet réel-irréel de la lumière, demeure l'élan prépondérant des œuvres 83 degrés à l'est de l'absolu et les couloirs du temps. C'est dans toutes les librairies, c'était distribué. Ne cherchez jamais à savoir qui a dit ceci, qui a dit cela. Cherchez surtout à savoir ce qu'il a dit et n'allez pas plus loin. J'ai regardé ce texte, j'ai tout compris les mots, sauf un seul mot, collitré. La spatialité des couleurs collitrées par la spatialité impondérable. Collitré, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, j'ai cherché dans le dictionnaire et j'ai le Larousse 90-91. Le mot collitré ne se trouvait pas dans le dictionnaire. Mais j'ai trouvé deux mots. C'était collitigant, ça veut dire partie qui plaide l'une contre l'autre, en droit. Et il y a collite. C'est les deux mots qui sont de cette famille-là, dans le dictionnaire Larousse. Mais colite, ça veut dire pathologie médicale, inflammation du côlon. Alors dites peut-être, cette diarrhée verbale
provient de là. J'ai dit après, bon, il parle de lui, maintenant nous allons voir qu'est-ce qu'il dit des autres. J'ai pris le livre au milieu et je l'ai ouvert. Devant la dimension submergée de métaphores, le silence transposé dans son royaume métaphysique, métaphore métaphysique, éveille le souffle significatif de l'expression aux échos chargés de concepts retrouvés largement sous les rides inattendues des formes. L'influence du visible figé dans la spatialité grandissante du non-visible accentue avec aisance et liberté le sens concret de l'univers intérieur, dénudé d'objectivisme et projeté derrière les valeurs subjectives d'un art informel. Je ferme la parenthèse pour éviter les courants d'air. C'est moi qui dis ça. Voyez-vous, les meilleurs critiques et les meilleurs connaisseurs dans ce monde-là, comme je vous ai dit tantôt, le critique d'art, qu'est-ce que c'est au fond? C'est un peintre raté, comme disait André Malraux. Ils ont essayé de faire de la peinture. Ils n'ont pas réussi. Ce qu'ils n'ont pas pu faire avec leur pinceau, ils se sont rabattus sur leurs plumes. C'est comme un médecin qui commence ses études en médecine. Première année, il a doublé une ou deux fois. La deuxième année, ça peut pas. Il lâche. Qu'est-ce qu'il fait? Pharmacien, vendeur de produits pharmaceutiques. Maintenant, s'il y a, par exemple, des critiques d'art qui, en plus de leur critique, nous donnent une production de l'esprit, d'accord. Mais la plupart ne donnent rien d'autre. Alors, on peut revenir à ce que disait quelqu'un, une histoire qui va vous faire rigoler, celle-là. Il a dit qu'un peintre, celui qui ne donne rien, qui ne donne pas une production de l'esprit, je connais par cœur, je n'ai pas besoin de le lire, est un lâche. Un critique d'art qui ne fait que critiquer et qui n'a pas prouvé avec une œuvre, que ce soit historique, que ce soit je sais pas, poétique, n'importe quoi, une œuvre valable, une production de l'esprit est un lâche. Pourquoi? Il dit parce que c'est comme un abbé qui courtise la femme d'un laïc. Malheureusement, ce pauvre laïc, il ne peut pas lui rendre l'appareil. Les critiques d'art, ils tapent dessus, les peintres. Savez-vous qu'ils peuvent faire et défaire un peintre, le mettre à terre et le faire monter jusqu'au nu? Ils sont capables. Et ce sont seuls maîtres après Dieu dans leur journal. Chaque semaine, il faut qu'ils fassent leur rubrique. Les annonces sont là. Il faut faire n'importe quoi. Combien et combien on nous raconte qu'il y a des peintres qui ne sont jamais présentés à une exposition pour faire leurs feuilles. Pourquoi? Parce que la température était maussade. De chez eux, de leur maison, ils écrivaient. On disait tantôt, il faut de l'acuité d'esprit et la science des mots et du langage. Et ils faisaient leurs billets chez eux, en pantoufles. Et ils téléphonaient ça au journal. Et ça s'est arrivé, même en Europe, je ne dis pas ici, en Europe. Un critique d'art musical qui n'est pas allé au concert et il a fait sa critique étant chez lui, sans écouter même ce que c'est. Mais, malheureusement, entre-temps, ce qu'il y a eu, c'est que la pièce qui devait être présentée a été changée pour une autre. Alors lui, il faisait sa critique sur mettons, la 5e symphonie, et ce qu'ils avaient présenté, c'est des fugues de Jean-Sébastien Bach. Alors ça a fait tout un tohu-bohu dans la région. Et un peu partout, c'est la même chose. Le directeur d'une galerie à Stockholm
galerie du pays, galerie royale. Il est allé prendre un tableau chez un peintre abstrait qui était en voyage et qui avait promis, oui, moi j'envoie un tableau pour l'exposition au palais, au musée. Ils ont pris le tableau et il l'a accroché à l'envers. Le peintre rentre de voyage, il voit son tableau et il dit, mais il est à l'envers. Comment à l'envers? Tu sais rien, toi. Bref, le tableau est jusqu'à présent à l'envers. Il va se mettre à l'endroit probablement quand le conservateur va basculer dans sa tombe. Là, ils vont basculer le tableau à la bonne place. Mais ça, c'est une question, mais comme je vous ai dit, il y en a de bons. Citons quelques-uns quand même. Nous avons René Huyghe, ça c'est un critique d'art, et il est encore historien, mais il se nomme aussi critique d'art. Vous avez, si nous prenons Jean-François Revel, nous allons prendre René Huyghe, Bernard Dorival, Claude Roger Marx, etc. Ici, je n'aime pas nommer. J'en ai trois que j'aime beaucoup. Je vais en citer un. C'est Jacques Folch-Ribas. Et il y en a quatre autres. Je ne veux pas les nommer, je vais laisser des doutes. Ce n'est pas mon affaire. Mais j'aime bien ce qu'il écrit à propos des expositions et des peintres. Savez-vous que le meilleur, je disais tantôt, je me suis coupé, le meilleur critique d'art, ce sont les peintres eux-mêmes. Si par exemple, prenons les meilleurs guides, les meilleurs vulgarisateurs, ce sont les peintres eux-mêmes. Ceux qui n'auront pas été critiques. Oui, ceux qui ne sont pas, ils n'ont jamais été critiques d'art, ils vont comprendre et puis savoir se guider mieux que les artistes professionnels. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ont senti ce qu'ils ont fait. Qui nous allons prendre comme exemple? Prenons les dialogues de Mondrian. Les critiques d'art, bien entendu, ils ont lu les dialogues de Mondrian. Eh bien, il a parlé de lui-même. Vous avez par exemple l'ouvrage de Kandinsky et de Malevich, les cahiers de Braque, tenez. Braque disait une petite phrase, comme par exemple « Trop de preuves fatigue la vérité ». Quelques mots. Ça a dit tout un livre. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas que le peintre mette toutes sortes d'éléments dans son tableau pour prouver que c'est un bon peintre. Ce qu'il fait est bon. Trop de preuves, ça fatigue la vérité. Il en faut si peu. Si vous prenez par exemple les écrits de Fernand Léger, de Launay, d'Arp, de Clé, de Moholy-Nagy, le journal de Delacroix, ça c'est un évangile. Les lettres de Van Gogh à son frère Théo. Eux, ces peintres-là, ont vécu ce qu'ils ont donné. Ils ont senti, tandis que, comme je disais tantôt, les critiques d'art eux-mêmes ne sentent pas ce ils vont se contredire devant un tableau. Et les pauvres peintres en subissent les conséquences. Maintenant, il y a des critiques d'art quand ils font leur billet. Ils demandent des comparaisons. Ils veulent comparer. Si vous lisez des critiques, en voyant ce tableau, tout de suite, ah, je sens l'influence de tel peintre. Ça dénote la faiblesse de ce critique d'art. Pourquoi demander la comparaison de ce tableau avec un autre? Est-ce qu'il faut une comparaison pour comprendre? Ils ne peuvent pas comprendre sans comparer. Est-ce qu'il est nécessaire de comprendre cette comparaison pour être ému? L'émotion connaît son chemin. Elle n'a pas besoin de guide. Quand vous voyez, et c'est rare, on ne trouve pas ça,
toujours on va courir pour amalgamer ce tableau avec un autre, le faire une certaine parenté. Pourquoi? Parce que le peintre ne peut pas trouver quelque chose de chez lui. Il va regarder ailleurs pour sauver la face. Je vais terminer maintenant en vous remerciant de m'avoir tenu compagnie et à la prochaine. J'espère que vous allez être nombreux à l'écoute et ce sera notre dernière émission de la session. Et nous allons avoir comme sujet comment voir une œuvre d'art. Alors à la prochaine, portez-vous bien, bonjour.